Je vais vous faire une vidéo pour revenir sur trois thèmes, puisque vous me l'avez demandé via les commentaires. Donc la vidéo, elle va se décomposer de la manière suivante. D'abord, je vais revenir sur les spécificités du jeu en indoor. Quelles sont les spécificités de cette surface et pourquoi c'est vraiment une surface à part entière. Ensuite, je vais revenir sur les raisons qui expliquent le manque de réussite de Rafa en indoor comparé à du dur extérieur. Et je finirai la vidéo en revenant, en donnant mon avis sur quels doivent être les objectifs de Rafa et qu'est-ce qu'on peut attendre légitimement de Rafa sur cette fin de saison. Donc voilà, la vidéo va se décomposer de la manière suivante. Bon, d'abord, évidemment, j'espère que vous avez vraiment bien profité de ce 16e titre en Grand Chelem de Rafa. Personnellement, j'ai revu les images de la finale, de la demi aussi, beaucoup de la demi. Euh, Pas mal de fois, je me suis vraiment régalé en regardant les highlights, surtout les highlights de la demi contre Juan Martín del Potro. Voilà, donc j'espère que vous êtes vraiment régalés. C'est quand même magnifique. Pour Tony. Tony qui part. Cette année, il a eu une année quand même vraiment particulière, Tony. Je vais y revenir rapidement et après je vais rentrer dans le vif du sujet. Mais on lui a fait deux trucs exceptionnels, c'est-à-dire qu'à Roland Garros, on lui a fait, on l'a fait venir sur la cérémonie, on lui a donné un trophée, ce qui avait jamais été fait dans l'histoire du tournoi de Roland Garros, de donner un trophée à l'entraîneur. Et ils ont fait pareil à l'US Open. Donc voilà, donc c'est vraiment beau pour Tony. Il arrête sa collaboration avec Rafa en partant sur un grand chelem sur une surface sur laquelle Rafa n'avait pas gagné depuis 4 ans, quasiment jour pour jour. Ouais, c'est vraiment magnifique. Maintenant, il va pouvoir s'occuper de l'académie de Rafa. À titre personnel, moi, je suis très content de cette nouvelle parce que pour le tennis espagnol, je pense que c'est une très très bonne nouvelle qu'un entraîneur de la qualité de Tony prenne une académie aussi importante que l'académie de Rafa, parce que je vous signale que l'académie de Rafa est devenue directement l'académie numéro 1 en Espagne en termes de tennis. Donc voilà, c'est pour revenir rapidement sur ce qui s'était passé à New York et sur le fait que j'espère vraiment que vous êtes délecté de ce 16e titre en Grand Chelem de Rafa. Donc maintenant, l'indoor. Moi, pendant longtemps, j'ai pas trop compris pourquoi l'indoor était différent d'un cours en dur extérieur. Et en réalité, j'ai pas compris cette différence jusqu'au jour où j'ai été amené à moi-même jouer dans une surface indoor. Euh, et là, j'ai tout de suite compris quelles étaient les différences principales. En réalité, le dur extérieur et l'indoor n'ont absolument rien à voir. Mis à part le fait que visuellement on a l'impression que c'est deux surfaces similaires, en réalité c'est vraiment deux surfaces totalement différentes et pour plusieurs raisons. Après, de manière assez logique, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que les composantes chimiques de ces surfaces sont complètement différentes. Vous ne fabriquez pas de la même manière une surface qui va être exposée au soleil pendant 15 heures pendant 10 heures par jour à 35 ou 40 degrés en Australie et une surface qui va être à 15-20 degrés en ne voyant absolument pas la lumière du jour. Donc c'est deux surfaces qui sont vraiment différentes déjà rien que d'un point de vue totalement chimique. La manière de fabriquer ces surfaces sont totalement différentes. Les surfaces en dur extérieur sont des surfaces très très abrasives. Elles absorbent beaucoup la chaleur et elles sont très résistantes. Le résultat que ça a sur le jeu, c'est que, un, ce sont des surfaces qui absorbent énormément les effets, et ce sont des surfaces qui ralentissent la balle. Parce qu'une surface qui est abrasive, qui absorbe l'effet, et ben en absorbant l'effet de la balle, après le rebond, la balle perd vraiment beaucoup de vitesse. En indoor, ce sont des surfaces beaucoup plus lisses, beaucoup moins abrasives. Donc du coup, un, elles absorbent beaucoup moins le rebond, donc la balle rebondit beaucoup plus bas. Et de deux, elles absorbent beaucoup moins la vitesse de la balle. Donc c'est-à-dire qu'après le rebond, la vitesse à laquelle ressort la balle sur une surface comme l'Open d'Australie et une surface comme le Masters, la différence est énorme. Elle va ressortir quasiment 2 fois plus vite du rebond à Londres pour le Masters qu'en Australie. Ça, c'est une première chose et c'est une chose qui est évidente. Quand vous regardez
un match en indoor, vous vous rendez compte qu'un joueur comme Federer, par exemple, qui a un très très bon slice de revers, qui a même pour moi le meilleur slice de revers du monde, euh, et ben on se rend compte que son slice de revers, il rebondit vraiment pas. Mis à part sur gazon, il n'y a aucune surface qui permet d'avoir un slice bas qui soit aussi compliqué à jouer que l'indoor. Federer l'utilise à la perfection, notamment sur des coups d'attaque. Euh, Federer, il peut quasiment, s'il le décidait, il pourrait quasiment faire du chip and charge, quasiment comme sur gazon à l'époque. Je grossis le trait, mais en gros, ça serait avec un slice très très long, très très fusant, ça serait possible. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, pour un attaquant, et les conditions sont parfaites. Un joueur qui va prendre la balle tôt, il y a pas de vent, donc les trajectoires sont faciles à lire. Les, les trajectoires sont pures, elles sont pas, voilà, il n'y a aucun élément extérieur qui peut rentrer dans la ligne de compte. Pour les grands serveurs aussi, ça change tout. Qui dit pas de vent, ça permet de lancer la balle beaucoup plus haut. Un serveur, par exemple, comme Berdych, qui est un très très bon serveur, ou un serveur comme Raonic, sont des serveurs qui lancent la balle très très haut. Donc en indoor, ils ont un lancer de balle qui est parfait. Au-delà du fait qu'ils ont un lancer de balle qui est parfait, ils ont une vision qui est parfaite. Parce que quand vous êtes en extérieur, au-delà du fait que, un, vous avez le soleil, donc des fois ça peut être gênant en fonction d'à quelle heure vous jouez. Donc le soleil là, il vous gêne pas. Et surtout, vous avez un point de repère. Dans le toit, ils prennent tous un point de repère pour lancer leur balle et ça leur permet d'avoir un lancer de balle qui est parfait. Donc qui dit lancer de balle parfait, dit une qualité de première balle qui est bien meilleure. Et on le voit en indoor. Euh, Encore une fois, mis à part sur gazon, il n'y a pas beaucoup plus d'ace que sur de l'indoor. Un joueur qui est bien réglé au service en indoor, il a tout pour passer 70-75% de première et pour faire 20-25 aces par match sans aucun problème. Donc voilà, et après, les attaquants, ils sont quand même beaucoup plus en confiance. Ils savent que sur l'indoor, ils vont vraiment pouvoir mettre leur jeu en place. Le tennis, c'est un sport qui est vraiment mental. Quand j'entends dire certains joueurs qu'on peut plus faire de service volé et plus à Wimbledon, comme le disait Feliciano Lopez il y a 2-3 ans, je me dis que c'est des joueurs qui sont complètement dans l'erreur. Je pense que Gilles Muller a prouvé parfaitement cette année que si on voulait aller battre Nadal en faisant du service volé, on pouvait le faire. Donc voilà. Et donc mentalement, ces joueurs-là, ils sont en confiance. Et après, le tennis, c'est un sport d'opposition. Et là, on va en venir à la deuxième partie de ma rubrique, du pourquoi Nadal a plus de mal en indoor. D'un point de vue purement tennistique, c'est assez simple. Le tennis, c'est les vases communicants. Si vous jouez mieux, automatiquement, votre adversaire, ça va être plus compliqué pour lui. Si vous jouez moins bien, eh ben, c'est l'inverse. S'il y en a un qui élève son niveau de tennis, automatiquement, ça a une incidence sur le niveau de tennis de son adversaire. On l'a très bien vu avec le Nadal Del Potro de l'US Open. Nadal, entre le premier set et les trois autres sets, son niveau de jeu, bon, il a élevé son niveau de jeu en début de deuxième set, et tout de suite, ça a complètement perturbé le jeu de Del Potro, qui après, il est vrai, a baissé sur le plan athlétique. Mais donc voilà, donc se dire que ces joueurs-là, qui sont des gros serveurs, des attaquants, voilà, où est-ce qu'ils battent Nadal? Honnêtement, il n'y a pas de secret, ils battent Nadal à Wimbledon et dans la fin de saison, sur la tournée indoor. Donc si vous regardez, regardez le face-à-face de Nadal contre tous les gros serveurs, et vous verrez qu'il ne perd quasiment. Vous allez trouver, bien sûr, si vous voulez pinailler, vous allez trouver deux, trois exceptions. Mais le plus grand nombre de défaites de Nadal contre ces joueurs-là, c'est en indoor et sur gazon. Et terminé. Et ces joueurs-là, sur dur extérieur, ils le battent assez rarement. Et même si généralement, Nadal aime bien jouer ces joueurs-là. On l'a vu, on le voit, il a battu très souvent Karlovic sur dur, il a battu très souvent Feliciano Lopez sur dur, Roddick à l'époque, il le battait quasiment tout le temps sur dur, etc. etc. Donc ces joueurs-là, ils arrivent en indoor en ayant plus confiance. Leur jeu s'adapte mieux à la surface, donc ça veut dire que leurs coups sont plus efficaces, que leurs coups d'attaque sont plus efficaces, et que du coup, ça influence le jeu de Nadal. Si vous avez un adversaire qui joue 20-30% mieux que ce qu'il joue d'habitude, automatiquement, si vous êtes à peu près au même niveau que d'habitude, eh ben le match il est beaucoup plus serré parce que ça resserre ça nivelle l'écart entre les deux. Ça c'est une chose. Après, il y a aussi le fait que le jeu de Nadal il s'adapte
un peu moins bien sur cette surface. Comme je vous le dis, c'est une surface qui n'est pas très abrasive. Et je pense que jusqu'à 2010 environ, et 2010 pas compris, on va dire jusqu'à 2009, Nadal n'a pas compris comment il fallait jouer sur indoor. Pendant des années, il s'est trompé sur le plan tactique, dans le sens où la réflexion de Nadal, ça a été de se dire, le lift prend moins bien sur l'indoor, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de lifter plus, qui est une erreur monumentale sur le plan tactique. Parce qu'en voulant lifter plus pardon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enfermé son jeu dans un stéréotype d'un joueur terre battue sans créativité. Il a proposé à ses adversaires des balles à hauteur de hanche et il a créé aucune surprise. C'est-à-dire que Federer, quand il a joué Federer en indoor et qui s'est fait battre quasiment à chaque fois, Federer il était campé sur sa ligne de fond, il bougeait pas parce qu'il savait que Nadal il allait faire quoi? Croiser, 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 croiser. C'était des matchs chiants à mourir et sur lesquels Nadal s'est complètement trompé sur le plan tactique. Donc à partir de là, il ne pouvait pas gagner. Surtout qu'en plus Federer, à ce moment-là, en indoor, était pas loin d'être injouable. Après, à partir de 2010, il a commencé à proposer un tennis beaucoup plus créatif. Il s'est mis à mieux servir. D'ailleurs, on le voit, en 2010-2013, il n'est pas très loin de gagner le Masters. Il fait 2 finales quand même. Il s'est mis à proposer un tennis beaucoup plus créatif, en venant plus au filet, en prenant plus de risques au service et surtout en variant beaucoup plus, en allant beaucoup plus chercher son coup droit long de ligne. Il a proposé un jeu varié, un peu plus que ce qu'il faisait à l'époque. Après, c'était pas non plus le tennis le plus varié, c'était pas non plus du Pete Sampras, on va pas se mentir. Mais un tennis beaucoup plus varié, et là les résultats sont venus. Après, il n'a pas réussi à aller au bout, pourquoi? Du Masters. Et pourquoi il a peu gagné? La raison, il y a une autre raison qui pour moi est évidente et que je pense que tout le monde s'accorde sur ce sujet-là, c'est que Nadal, après l'US Open, généralement, il est cuit physiquement. Physiquement, il est cuit parce que généralement, il a été bon à Montréal, il a été bon à Cincinnati, il est allé loin à l'US Open en ayant des matchs très très compliqués. Et surtout, après l'US Open, il prend pas de récup parce que généralement, il va jouer la Coupe Davis. Donc ça fait qu'on a un Nadal qui arrive à Pékin, Shanghai, cuit, avec aucune chance de pouvoir battre les meilleurs. Les 2 seules années où Nadal a été pas loin de battre les meilleurs, il y a eu 2013 et 2010. 2010, ça a été compliqué sur le plan athlétique parce que le Masters, la finale, il la perd, pas en finale, mais il la perd en demi-finale. Parce qu'en demi-finale, il se bat pendant 3 heures contre Murray sur un match, d'ailleurs, qui cette année-là est élu match de l'année. Et 2010, et 2013, pardon, il a eu la mauvaise idée, entre guillemets, de faire le triplé. US Open, Indian Wells et US Open, pardon, Cincinnati et l'Open du Canada. Donc ce qui veut dire que sur ces 3 tournois-là, Nadal avait joué 17 matchs. À titre de comparaison, cette année, il en a joué 11 ou 12. Donc ça fait comme s'il avait joué un tournoi de moins. À l'US Open en 2013, il a eu quand même des sacrés combats et surtout il a eu cette finale contre Djokovic qui a duré 3 heures, 3h40, presque 4 heures, qui était un combat physique absolument monumental. Donc voilà. Donc il est souvent arrivé fatigué, son jeu s'adaptait moins et je pense que tactiquement pendant longtemps Rafa s'est trompé. Après, quand on voit ce qu'il a fait, même à Wimbledon, parce qu'à Wimbledon, le match contre Muller, c'est quand même très particulier. Je suis d'accord sur le fait qu'il rate ses 2 premiers sets, mais derrière, il se fait breaker une fois en quelque chose comme... ils doivent concéder un break en 25 jeux de service. 25 jeux de service. Donc, voilà, ça s'est joué parce qu'il a commencé à jouer à partir du 3e set. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Mais que ce soit à Wimbledon ou même sur US Open, il a montré un tennis beaucoup plus agressif. Il n'avait pas été bon à Montréal, pas été bon à Cincinnati, mais à l'US Open, on l'a vu retourner de beaucoup plus près. Aujourd'hui, c'est obligatoire en indoor, vous ne pouvez pas vous permettre en tout cas pas pendant tout un match, de retourner 4 mètres derrière votre ligne de fond. Ça marche pas. L'histoire le montre. Voilà. Et surtout, il va falloir que Rafa fasse comme il a fait contre Del Potro à partir du début du 2e set, se mettre 30 cm, 50 cm, maximum 1 mètre derrière sa ligne de fond, prendre les balles tôt, venir couper les trajectoires et attaquer sur son coup droit long de ligne et venir au filet. On l'a vu, Rafa est capable de faire du service volé, il a un service de gaucher qui doit lui permettre de faire énormément de service volé. Alors il va pas en faire 35 par match, hein, voilà. Mais en proposant un tennis aussi offensif que ce qu'il a montré sur Wimbledon,
malgré que le résultat soit pas au rendez-vous. Et sur l'US Open, aujourd'hui, le jeu de Rafa s'adapte beaucoup mieux à cette surface. Rafa est capable de jouer à plat, il est capable de plier les genoux beaucoup plus bas. On l'a vu contre Anderson, il y a même une image où Rafa frappe un revers, il a un genou complètement par terre. On sait que les genoux de Rafa vont beaucoup mieux, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a réussi à de nouveau retrouver un niveau de tennis intéressant à Wimbledon, malgré que je suis d'accord avec vous, le résultat n'est pas au rendez-vous, mais le niveau de jeu était là. Donc aujourd'hui, il a plus d'armes pour lutter sur cette surface. Après, quel doit être l'objectif de Rafa sur cette dernière partie de saison? Pour moi, il doit en avoir un seul, c'est de gagner le Masters. Et la raison, elle est simple, c'est parce que c'est le seul grand trophée qui manque à son palmarès. C'est simple, tous les grands joueurs, tous les top players, il leur manque tous quelque chose. Roger, Roger, il va lui manquer un ou deux Masters 1000, je crois qu'il en manque deux. Il lui manque les deux il doit lui en manquer trois. Il doit lui manquer Rome, Monte Carlo et un troisième. Et le troisième, je crois que c'est Montréal. Il lui manque ça, plus le titre olympique en simple. Djokovic, il lui manque le titre olympique en simple, plus un seul autre Masters 1000. Et pour être honnête, je me rappelle plus lequel c'est. Sampras, c'est pareil. Agassi, c'est pareil. Il leur manque tous un gros tournoi. Le gros tournoi qui manque à Rafa, il lui manque 3 Masters 1000. Il lui manque Miami, Bercy, Shanghai et le Masters. Nadal a gagné les 4 grands chelems. Il a gagné les Jeux olympiques en simple, les Jeux olympiques en double. Il a gagné 4 fois la Coupe Davis. Voilà, il a tout gagné. S'il gagne le Masters, il sera le seul à vraiment avoir tous ces titres-là. Et ça serait vraiment un truc historique. Ça viendrait compléter son palmarès. Et moi, je pense qu'il peut vraiment y croire parce que cette année, on va avoir un Masters où, mis à part Federer, il n'y a pas un seul joueur qui est meilleur que Rafa, même en indoor. Le Masters devrait jouer à l'heure actuelle, si on s'arrête là, il joue avec Federer, qui est un joueur très difficile à battre pour Rafa en indoor. Mais après, derrière, vous allez avoir des Carreno Busta, des peut-être Dimitrov, des Raonic Silva, Zverev. Donc, ce sont des joueurs que Rafa peut clairement battre sur une tournée indoor. Surtout dans un tournoi aussi important où, en poule, vous avez le droit à l'erreur. Voilà, ils vont se retrouver dans deux poules différentes. Rafa sera d'un côté, Roger sera de l'autre. Et il y a vraiment un coup à jouer. Après, Rafa, sur cette fin de saison, il doit se fixer cet objectif et aller chercher peut-être un des deux Masters 1000 qui lui manque sur cette fin de saison. C'est-à-dire aller gagner. Moi, ce que j'aimerais, à titre personnel, j'aimerais le voir gagner à Bercy. Paris, c'est une ville qu'il adore. C'est une ville sur laquelle il a beaucoup réussi. Il y a 2 ans, quand il a disputé justement avec ce match contre Anderson où il a sauvé balle de match, le public était derrière lui comme jamais. Aujourd'hui, il y a un vrai truc qui se passe avec Rafa. À Paris, on sent que les gens aujourd'hui l'admirent beaucoup, le soutiennent beaucoup. Donc franchement, il doit se fixer d'aller performer sur cette tournée, de prendre un maximum de points, parce que tous les points qu'il va prendre, ça va, un, lui permettre de consolider sa place de numéro 1 mondial par rapport à Roger, et surtout, ça va lui permettre de continuer à prendre des points d'avance sur Murray et Djokovic. Murray et Djokovic qui vont être de retour dès janvier, et qui, à mon avis, vont avoir les crocs. J'en suis persuadé. Donc voilà, donc s'il veut cumuler, sur sa fin de carrière, il lui reste pas beaucoup d'objectifs. Aujourd'hui, Rafa, il lui reste 2 ans maximum. La saison prochaine, donc 2018-2019, maximum. Il peut se fixer quoi comme objectif? Il peut se fixer d'atteindre les 200 semaines en tant que numéro 1 mondial. Et pour ça, la fin de saison va être vraiment très très importante. Il peut se fixer d'aller chercher le Masters, d'aller chercher l'Open d'Australie, parce qu'en gagnant l'Open d'Australie, pareil, il deviendrait le seul joueur de l'histoire à avoir gagné au moins 2 fois tous les grands chelems, puisque Roger n'a gagné qu'une fois à Paris, à Roland-Garros, Djokovic pareil, Agassi pareil, voilà. Donc il peut se fixer ça. Il peut se fixer d'aller chercher, de dépasser la barre des 80 titres. Et voilà, et après, compléter son palmarès, c'est-à-dire aller gagner Miami, aller gagner Shanghai, aller gagner Paris, gagner le Masters, et finir avec un palmarès où on se dit, bah bon, le gars, il a tout simplement tout gagné. Donc voilà.
Après, est-ce qu'on peut légitimement espérer une bonne fin de saison de la part de Rafa? Oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il joue de nouveau très très bien. Ça, c'est une évidence. La deuxième, c'est que je pense que physiquement, il n'a pas du tout été fatigué par les trois tournois qu'il vient de faire. Montréal, Cincinnati, j'en parle même pas. Il a gagné deux matchs, il en a perdu deux. Les deux qu'il a gagnés, il les a gagnés facilement. Les deux qu'il a perdus, il a pris deux fessées. Donc physiquement, il a vraiment pas laissé de jus. L'US Open, au final, il a passé vraiment très très peu de temps sur les cours parce qu'il a eu un seul match de plus de 3 heures, 3h15 contre Leonardo Mayer. Sinon, il a eu que des matchs de 2h30, 2h45, 2h55 maximum. Donc pour un grand chelem, c'est vraiment pas usant physiquement. L'autre raison, c'est qu'il a décidé de ne pas jouer, il n'y avait pas de Coupe Davis, donc ce qui veut dire du repos. Et puis après, il y a aussi un élément primordial, c'est la concurrence. La concurrence, elle est amputée des trois plus gros concurrents, mis à part Roger. Mis à part Roger, qui est un concurrent qui est le numéro 2 mondial et qui a toujours été exceptionnel sur cette partie-là de la saison. On n'a pas Wawrinka, qui l'a déjà battu à Bercy. On n'a pas Djokovic, qui a toujours battu quasiment Nadal en indoor. Euh, et on n'a pas Murray. Murray, qui est un joueur qui a toujours posé un petit peu moins de problèmes à Nadal. Mais on a quand même trois grosses têtes d'affiche qui ne seront pas au Masters. Federer, on ne sait pas trop dans quel état il est. Parce que même s'il a fait l'impasse sur Cincinnati, oui c'est Cincinnati, et il allait en demi-finale de l'US Open, pardon, et il s'est dit très très fatigué. Il a dit que son dos allait bien, mais physiquement il était très fatigué. Donc on sait que Federer va pas jouer tous les tournois. On sait que physiquement il est un peu à court, il a 36 ans, c'est normal, c'est très dur pour Roger. Et d'ailleurs c'est un petit peu inquiétant parce que Roger se dit très fatigué physiquement. Il a quand même raté, il a quand même fait forfait à Monte-Carlo, Madrid, Rome, Roland-Garros et Cincinnati. Donc il a raté quand même 4 Masters 1000, un grand chelem, et physiquement il est dans le dur. Donc ça prouve qu'on a un Federer qui est vraiment vraiment dans le dur physiquement. Et donc je pense que si Nadal est capable d'arriver dans des tournois assez loin et d'arriver jusqu'à affronter Roger, parce qu'ils peuvent s'affronter qu'en finale, avec de la fraîcheur, je pense que sur le plan athlétique, il peut lui faire très très mal. Donc moi je pense que Rafa a vraiment un très très bon coup à jouer sur cette fin de saison. Et voilà, donc j'espère qu'il gardera sa place de numéro 1 mondial. En gagnant l'US Open, il s'est offert un bon bol d'oxygène parce qu'il a 2000 points d'avance, 1960 exactement. Euh, donc il a quasiment 2000 points d'avance, il y a 4500 points à prendre si vous jouez tous les tournois. Je suis quasiment sûr que Roger va faire l'impasse. À mon avis, il va jouer balle. Il va jouer balle, Shanghai, Paris et le Masters au maximum. Mais c'est très peu probable de le voir performer dans les quatre. À mon avis, il pourra gagner à balle. Et sur Shanghai, Paris, il y en a un des deux sur lequel il fera soit l'impasse, ou alors il se fera sortir tôt. Donc voilà, donc finir numéro 1 mondial, aller gagner le Masters, pourquoi pas un Masters 1000, et ça, on pourra parler d'une saison vraiment, vraiment magnifique pour Rafa. Donc voilà, comme d'habitude, je vous dis à très vite sur le blog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie de laisser des commentaires, évidemment, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous voyez la vidéo, et je vous dis à très vite sur le blog.